Lorsqu'il s'agit de policiers corrompus, certaines personnes décident d'obtenir une justice rapide en les attaquant. Ces 4 policiers, présumés protecteurs des vies et des biens, ont choisi d'être du mauvais côté de l'histoire. Leur fin, ils ont été instantanément abattus alors qu'ils se trouvaient dans la salle d'audience. Theodore Dyer, un ancien policier de 67 ans, a vu son destin scellé non pas dans une salle d'audience, mais derrière les barreaux de sa cellule de prison. Condamné à une peine d'1 quart à un demi-siècle pour comportement sexuel criminel au premier degré sur un enfant, le passé de Dyer l'a rattrapé de la manière la plus définitive que l'on puisse imaginer. Sa vie a été brutalement interrompue par son propre compagnon de cellule. La vie de Theodore Dyer a pris un tournant sombre que peu de gens auraient pu prédire. Tout a commencé dans l'environnement apparemment sûr d'un complexe d'appartements de Grand Haven, où Dyer résidait. Un endroit où les familles vivaient et les enfants jouaient sans crainte. Mary, une mère célibataire, a emménagé dans l'appartement voisin de Dyer en avril 2012 avec sa fille de 9 ans. Elle venait d'arriver dans le quartier et cherchait un nouveau départ et un havre de paix. Dyer, qui vivait avec sa petite amie, est rapidement devenu un visage familier pour Mary et ses enfants. N'ayant pas d'enfants, Dyer et sa compagne semblent s'intéresser tout particulièrement à la famille de Mary. Ils ont noué ce qui semblait être un lien amical, Dyer devenant une présence quotidienne dans leur vie. C'est en fin de soirée, en juin 2013, que le monde de Mary a basculé. Sa fille était à l'appartement de Dyer, une visite qui était devenue routinière. Mais alors que la nuit s'assombrissait, l'intuition d'une mère s'est mise en marche. Mary s'est approchée de la porte de Dyer avec l'intention de rappeler sa fille à la maison. Pourtant, quelque chose l'empêche de frapper. Son intuition l'a poussée à entrer sans s'annoncer. Ce qu'elle découvre en entrant dans la chambre de Dyer est une scène qui la hantera pour le reste de sa vie. Dyer était en train d'agresser sexuellement sa petite fille. En état de choc et de fureur, Mary a fait irruption dans la pièce, a arraché sa fille et s'est réfugiée dans leur propre appartement. Là, au milieu du chaos et de la confusion, sa fille a confirmé l'horrible vérité de ce que Mary avait vu. Sans hésiter, Mary a composé le 911 et les rouages de la justice ont commencé à tourner. Il a été condamné à une peine de 25 à 50 ans de prison. Il est de notoriété publique que les délinquants sexuels et les prédateurs d'enfants ont la durée de vie la plus courte en prison. Ils trouvent très souvent la mort entre les mains de leurs codétenus. S'ils ne sont pas brutalement mutilés ou battus, ils sont assassinés dans leur cellule, sous la douche ou quelque part dans la cafétéria de la prison. C'est ainsi que fonctionne le système pénitentiaire. Les criminels dont les crimes impliquent des enfants et des femmes sont généralement placés en détention préventive. Cela s'explique par le fait que ce genre de choses se produit assez souvent. La plupart des criminels endurcis n'aiment pas faire du mal aux enfants. Environ 10 mois après le début de sa peine, Theodore Dyer a eu un nouveau compagnon de cellule, qui allait être responsable de sa mort, Steven Sandison. Après le meurtre de Theodore Dyer, Sandison a été arrêté par les gardiens de la prison et emmené pour être interrogé. Sandison a noté que Theodore Dyer continuait à parler. Il ne cessait de répéter qu'il avait été piégé et qu'il n'avait pas vraiment agi. Or, peu de gens peuvent écouter aussi longtemps les divagations d'un délinquant sexuel présumé. Après que Sandison l'a frappé, voici ce qui s'est passé. Il a ensuite décrit ce qu'il a fait immédiatement après avoir tué son compagnon de cellule. Depuis le moment où il a commis le meurtre jusqu'au procès lui-même, Steven Sandison semblait ne pas se soucier de ses actes. Il se sentait un peu comme un chevalier sacré envoyé par Dieu pour tuer Theodore Dyer. Il a également décrit ses actions comme un simple rendez-vous entre Theodore Dyer et Dieu. Le juge Borchardt a condamné Sandison à la peine maximale, à savoir une peine supplémentaire d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle qui s'ajoute à sa peine précédente d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'enquête sur la mort de Dyer a été rapide. La police de l'État du Michigan a pris les devants, reconstituant les événements qui ont conduit à la rencontre fatale. La vie de Theodore Dyer s'est achevée à l'endroit même où il était censé expier ses péchés. L'affaire suivante a été décrite par le procureur comme la personne la plus sexuellement déviante qu'il ait jamais rencontrée. Regardons la condamnation et les entretiens qui font froid dans le dos de Gerald John Schaeffer pour avoir brutalement assassiné jusqu'à 34 femmes. Dans la ville tranquille de Port-Sainte-Lucie, en Floride, un ancien agent des forces de l'ordre s'est transformé en monstre. Gerald John Schaeffer, un adjoint du shérif devenu prédateur, a été condamné pour le meurtre horrible et la mutilation de 2 adolescentes au début des années 1970, ainsi que pour 26 autres meurtres. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à sa condamnation à perpétuité. Derrière les barreaux, Schaeffer a connu une fin aussi brutale que celle qu'il avait infligée. Né le 26 mars 1946 dans la petite ville de Neenah, dans le Wisconsin, Gerald John Schaeffer connaît un début de vie marqué par l'instabilité. Les fréquents déménagements de sa famille, associés à l'alcoolisme et à la violence verbale de son père, ont jeté les bases d'un esprit perturbé. Enfant, Schaeffer trouve du réconfort dans la nature et les activités de plein air.
Mais sous cette apparente normalité, de sombres fantasmes commencent à prendre racine. Il avait souvent des pensées érotiques visant à infliger de la douleur aux femmes, ce qui l'a amené à commettre des actes pervers et à se travestir au cours de son adolescence. En 1968, Schaeffer épouse Martha Fogg, mais leur union est de courte durée. Sa cruauté a conduit à un divorce rapide et à des retombées émotionnelles. La carrière de Schaeffer a également été mouvementée. Il a essayé d'enseigner, mais a été renvoyé pour avoir imposé ses opinions controversées à ses élèves. Sans se décourager, il a poursuivi une carrière dans les forces de l'ordre, rejoignant le service de police de Wilton Manors en 1970. Une fois de plus, son comportement inapproprié, cette fois en arrêtant des automobilistes pour obtenir des informations personnelles, lui vaut d'être renvoyé. La quête incessante de Schaeffer d'une position d'autorité l'a conduit au département du shérif du comté de Martin. C'est là, sous le couvert d'un badge d'adjoint, que ses pulsions sadiques ont trouvé leur expression la plus terrifiante. En 1972, la façade de normalité de Schaeffer s'est effondrée lorsqu'il a enlevé 2 adolescentes autostoppeuses, Nancy Trotter et Paula Wells. Il les a conduites dans une forêt isolée, où il les a attachées à des arbres, dans l'intention de réaliser ses fantasmes tordus. Par miracle, les filles se sont échappées et ont été secourues par la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Schaeffer. Dans un premier temps, Schaeffer a été accusé de séquestration et de voies de faits graves. Il a été libéré sous caution, une décision qui allait avoir de graves conséquences. Il n'a pas fallu longtemps pour que la véritable nature de Schaeffer soit révélée sous un jour encore plus horrible. L'enlèvement de Susan Place et de Georgia Jessup a marqué un tournant dans l'enquête. Les filles ont été vues vivantes pour la dernière fois avec Schaeffer et ont ensuite été portées disparues. Leur disparition est restée une affaire classée jusqu'à ce qu'une découverte macabre soit faite. Des histoires écrites par Schaeffer décrivant la violence contre les femmes, des armes, des magazines pornographiques et des photographies qui semblaient commémorer ces crimes. Des effets personnels des femmes disparues, ainsi que des dents et des fragments d'os, ont également été retrouvés, dressant le portrait effrayant d'un prédateur en série. Les preuves sont irréfutables. Schaeffer a été accusé de meurtre au premier degré pour les meurtres de Place et de Jessup. Son procès s'ouvre en septembre 1973 et l'accusation présente un ensemble de preuves matérielles et circonstancielles. Des témoins ont raconté la découverte des corps et la scène du crime, tandis que les médecins légistes ont détaillé l'étendue des souffrances des victimes. Le procès a mis au jour la méchanceté de Schaeffer, notamment un manuscrit décrivant comment exécuter correctement les femmes, qu'il qualifiait froidement de fiction. Le dossier de l'accusation était solide, renforcé par les preuves matérielles macabres et les témoignages convaincants. Il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et condamné à 2 peines de prison à perpétuité, une sentence qui semblait apporter un peu de justice aux familles des victimes. Pourtant, même derrière les barreaux, l'histoire de Schaeffer est loin d'être terminée. Il maintient son innocence, se présentant comme un personnage incompris et commence à cultiver en prison une réputation de décontraction et d'autorité. La vie en prison de Schaeffer a été marquée par une série d'événements bizarres et troublants. Il a intenté de nombreux procès frivoles contre des auteurs de romans policiers et d'anciens agents du FBI qui avaient osé le qualifier de tueur en série. Son infamie s'est accrue lorsqu'il a aidé les autorités à obtenir des preuves pour faire condamner le pédophile Mervyn Eric Cross, ce qui a conduit à une série d'arrestations et de saisies d'images indécentes d'enfants. Les actions de Schaeffer lui ont valu l'ire des autres détenus, qui le considéraient avec méfiance et haine. Au fil des ans, la notoriété de Schaeffer ne faiblit pas. Les enquêteurs s'apprêtaient à porter de nouvelles accusations de meurtre contre lui, car ils le soupçonnaient d'être impliqué dans 26 autres meurtres. Cependant, avant que justice ne soit rendue, la vie de Schaeffer a connu une fin violente. En 1995, il a été poignardé à mort dans sa cellule par Vincent Faustino Rivera, un codétenu. Le motif du meurtre n'a jamais été entièrement élucidé, mais on a supposé que Schaeffer avait été pris pour cible parce qu'il était un informateur de la prison. Nous nous rendons dans l'Union soviétique des années 1980 où nous rencontrons un ancien officier soviétique, Gennady Mikasevitch, qui a l'habitude d'étrangler des femmes sans défense partout où il passe. Dans le décor serein de l'Union soviétique, une histoire se déroule qui va choquer l'État. Gennady Mikasevitch, un officier soviétique apparemment ordinaire, gardait un sombre secret. Pendant 14 ans, de 1971 à 1985, il a commis une série de meurtres qui ont coûté la vie à 36 femmes. Sa double vie de membre respecté de la communauté et de tueur de sang-froid a donné lieu à l'une des enquêtes les plus effrayantes de l'histoire soviétique. Voici l'histoire de la fin du règne de terreur de Mikasevitch. À l'issue de son service militaire, Mikasevitch retourne à la vie civile, mais il est confronté à des problèmes personnels. La femme qu'il avait aimée était passée à autre chose. Son cœur appartenait désormais à un autre. Ce rejet a déclenché ce qui allait devenir une période terrifiante de l'histoire soviétique.
par une sombre nuit de mai 1979, alors que Mikasevich se rendait de Vitebsk à Polotsk, le poids écrasant de son chagrin d'amour l'a consumé. Il s'était préparé à mettre fin à ses jours, mais le destin est intervenu de la manière la plus malicieuse qui soit. Une rencontre fortuite avec une jeune femme sur la route a fourni un exutoire à sa rage refoulée, et, dans un moment de folie, il a choisi d'éteindre la vie de cette jeune femme au lieu de la sienne. Ce premier acte de violence marque le début d'une série de meurtres qui s'étendra sur plus d'une décennie. Le mode opératoire de Mikasevich était aussi méthodique que brutal. Il s'attaquait aux femmes, souvent sous le couvert de l'obscurité pour commettre ses crimes. Ses victimes étaient étranglées ou étouffées, leur dernier souffle volé par un homme qui marchait parmi elles comme un voisin et un collègue. Les routes rurales de Vitebsk et de Polotsk sont devenues des terrains de chasse pour Mikasevich, où il traquait et finissait par réduire au silence ceux qui avaient eu le malheur de croiser son chemin. Au fur et à mesure que le nombre de cadavres augmentait, la population locale commençait à s'inquiéter. Les autorités, cependant, ont mis du temps à faire le lien. Les meurtres ont d'abord été traités comme des incidents isolés, l'œuvre de différentes mains. Mais au fur et à mesure que la violence s'intensifie, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité qu'un tueur en série soit en liberté. Il faudra la détermination d'un jeune enquêteur et une série d'erreurs graves commises par Mikasevich pour que la véritable ampleur de ces crimes soit révélée. C'est dans ce climat de peur et d'incertitude qu'un jeune enquêteur, Nikolai Ignatovitch, entre en scène, armé d'une conviction qui va changer le cours de l'enquête. Avant l'arrestation de Mikasevich, des enquêteurs corrompus avaient déjà condamné 14 innocents pour les crimes commis par Mikasevich dans leur empressement à clore les dossiers. Certains de ces innocents ont également pris la parole. L'année 1984 s'est révélée être une période particulièrement sombre, Mikasevich faisant 12 victimes dans une série qui semble défier toute explication. C'est l'heure des comptes et le tueur, sentant les murs se refermer, tente désespérément d'induire les autorités en erreur. Il écrit une lettre anonyme à un journal local, affirmant que les meurtres sont l'œuvre d'un groupe clandestin appelé les Patriotes de Vitebsk, qui cherche à débarrasser la société des communistes et des femmes aux mœurs légères. Cet acte d'égarement le conduira finalement à sa perte. Lorsqu'une note manuscrite similaire a été trouvée à côté de l'une de ses victimes, les enquêteurs ont lancé une opération d'analyse graphologique d'une ampleur sans précédent. Plus d'un demi-million d'échantillons ont été recueillis et examinés. Et parmi eux, l'écriture de Gennady Mikasevich s'est démarquée. Les preuves s'accumulent et la poursuite de l'enquête permet de découvrir d'autres détails compromettants qui ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. En décembre 1985, l'homme qui avait terrorisé une région et échappé à la capture pendant des années a finalement été arrêté. Malgré ses dénégations initiales, les preuves contre lui sont accablantes. Les psychiatres l'ont trouvé sain d'esprit et ont diagnostiqué une psychopathie. Mikasevich a fini par avouer les meurtres et le tribunal, confronté à la gravité de ses crimes, l'a condamné à mort. Son exécution par un peloton d'exécution le 25 septembre 1987 a marqué la fin d'un chapitre cauchemardesque de l'histoire soviétique. L'affaire suivante concerne Karol Cole, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est transformé en l'un des tueurs en série les plus diaboliques de l'histoire américaine. De la tentative d'étranglement d'un enfant de 11 ans au meurtre de sa propre femme et de bien d'autres personnes, cette affaire a tout pour plaire. Dans l'histoire de la criminalité américaine, peu d'histoires sont aussi bouleversantes que celle de Karol Cole, un homme dont la vie a pris un tournant sombre, passant du statut de vétéran de guerre à celui de tueur en série au sang-froid. Son voyage dans les profondeurs de la société s'est achevé par des crimes brutaux contre des femmes qui ont conduit à son exécution par injection létale. Cette histoire explore le passé trouble de Cole, de Sioux City, dans l'Iowa, à son infamie en tant que tueur notoire, révélant le chemin tortueux qui l'a mené là. Dans la petite ville de Sioux City, dans l'Iowa, né le 9 mai 1938, Cole entre dans un monde qui est loin d'être parfait. Ses débuts dans la vie sont marqués par une dynamique familiale instable qui jette de longues ombres sur son avenir. Cole est le deuxième fils de Laverne et Vesta Cole, un couple dont le mariage troublé a ouvert la voie à une éducation dysfonctionnelle. Son père, Laverne, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui, après avoir servi son pays, retourne dans un foyer où règnent l'infidélité et les troubles émotionnels. Vesta, la mère de Cole, était une femme dont les actes allaient allumer chez son fils une mèche de ressentiment et de colère qui allait brûler pendant des décennies. Elle avait de nombreuses liaisons pendant que son mari était à la guerre, et dans un élan cruel, emmenait souvent le jeune Karol à ses réunions clandestines, le menaçant de violence s'il révélait ses secrets. Le tourment psychologique infligé par sa mère a été aggravé par sa décision d'habiller Cole avec des vêtements de fille, un choix qui l'a soumis à des brimades et des moqueries incessantes de la part de ses camarades. Ils se moquèrent de lui à cause de son nom de fille, isolant encore plus le jeune garçon et alimentant une haine grandissante en lui, une haine qui deviendrait un jour mortelle.
Cole a eu son premier contact avec la violence à l'âge de 8 ans. Dans une anticipation effrayante de son avenir, il a noyé un camarade de classe, un garçon du même âge nommé Duane, dans un lac à Richmond, en Californie. Cet acte d'agression a d'abord été considéré comme un accident tragique, une décision qui a permis à Cole de laisser libre cours à ses pulsions meurtrières pendant des années. Les années suivantes voient les tendances violentes de Cole s'intensifier. En 1960, il s'en prend à 2 couples garés dans des voitures sur une voie réservée aux amoureux, écho troublant de ses fantasmes violents. Il s'adresse même à la police de Richmond, en Californie, pour confesser ses sombres pensées d'étranglement des femmes. Cet appel à l'aide est resté lettre morte. La santé mentale de Cole a continué à se détériorer, entraînant de nombreuses admissions dans des hôpitaux psychiatriques au cours des 3 années suivantes. À l'hôpital d'État de Stockton, le docteur Weiss a constaté que Cole avait peur de la figure féminine et qu'il était convaincu qu'il devait tuer une femme avant de pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle. Malgré ces révélations alarmantes et un diagnostic de troubles de la personnalité antisociale, Cole est libéré en avril 1963, une décision qui aura des conséquences désastreuses. Dans les années qui ont suivi, Cole a dérivé d'un endroit à l'autre, sa vie n'étant qu'un mélange d'alcool, de relations ratées et de violences latentes. Il épouse une stripteaseuse alcoolique du nom de Billie Whitworth à Dallas, au Texas, mais cette union n'apaise en rien ses démons intérieurs. Dans un accès de rage et de jalousie, Cole brûle un motel, convaincu que Whitworth est infidèle. Ses actes le conduisent en prison pour incendie criminel, mais cette punition ne le dissuade pas. À sa sortie de prison, il tente d'étrangler une fillette de 11 ans dans le Missouri. Un acte qui lui vaut une peine de 5 ans d'emprisonnement. Une peine que Carroll lui-même juge insuffisante. C'est au Nevada, après sa libération, que les pulsions meurtrières de Cole se manifestent pleinement. La méthode de Cole était simple et brutale. Il ciblait des femmes souvent vulnérables, celles qu'il rencontrait dans les bars ou celles qui étaient à la recherche d'une relation. Sa méthode de meurtre était la strangulation, une méthode profondément personnelle et pratique qui lui permettait de voir la vie s'échapper des yeux de ses victimes. C'est une méthode qu'il a employée pour la première fois lorsqu'il était enfant et qu'il a perfectionnée à l'âge adulte. La première victime connue de Cole à l'âge adulte est Essie Louise Buck, qu'il a rencontrée dans une taverne de San Diego le 7 mai 1971. Après avoir gagné sa confiance, Cole l'a étranglée à mort dans sa voiture. Il a ensuite roulé avec son corps caché dans le coffre avant de s'en débarrasser dans un endroit qui ne serait pas facilement découvert. 2 semaines plus tard, il a tué une autre femme non identifiée, qu'il a enterrée dans un bois. L'existence nomade de Cole s'est poursuivie. Il a quitté San Diego et aéré, laissant un sillage de mort dans son sillage. En 1979, il rencontre Mary Cushman dans un bar de Las Vegas. Ils partagent une nuit dans un motel qui se termine par l'étranglement de Cushman par Cole, ajoutant un nouveau nom à la liste croissante de ses victimes. La liberté de Cole a pris fin en novembre 1980, à Dallas, au Texas. Après avoir étranglé mortellement 3 autres femmes, Cole est devenu suspect du 2e meurtre et a été retrouvé sur les lieux du 3e. Dans un premier temps, la police a cru que la 3e victime était morte de cause naturelle, et Cole a failli être écarté de la liste des suspects. Cependant, dans un moment de sincérité, ou peut-être un désir de voir ses actes sombres reconnus, Cole a avoué les meurtres. Il a affirmé avoir tué au moins 14 femmes au cours des 9 années précédentes, tout en admettant qu'il pouvait y en avoir d'autres dont il ne se souvenait pas, car il était souvent en état d'ébriété lorsqu'il commettait ses crimes. Les aveux de Cole ont conduit à son arrestation et à son procès. Le 9 avril 1981, il est reconnu coupable de 3 des meurtres commis au Texas. Le poids de ses crimes finit par le rattraper et il est condamné à la prison à vie. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le passé de Cole allait bientôt le rattraper au Nevada, où d'autres accusations l'attendaient et où le spectre de la peine de mort se profilait à l'horizon. 3 ans plus tard, la mère de Cole est décédée et son attitude aurait changé. Il a accepté de répondre à d'autres accusations de meurtre portées au Nevada, même si cela pouvait lui valoir la peine de mort. En février 1984, Cole a été extradé vers le Nevada, où il a été jugé et condamné pour la mort par strangulation de 2 femmes en 1977 et 1979. En octobre 1984, Cole a été condamné à la mort par injection létale dans le Nevada. À l'issue de sa condamnation, il a déclaré « Merci, monsieur le juge ». Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.